Robert Mugabe a reçu en audience Sergueï Lavrov. C'était à l'issue d'une visite de travail du ministre russe des Affaires étrangères. « 67 Sud-Africains décédés dans l'effondrement d'un immeuble au Nigeria appartenant à Tibi Joshua, l'un des plus célèbres télévangélistes nigériens. Agir vite face à l'épidémie d'Ebola pour éviter que des centaines de milliers de personnes ne soient infectées, c'est un appel du président Barack Obama. Heureuse de vous retrouver sur Sika. Madame, Monsieur, bonsoir. Une information en bref pour ouvrir cette édition. Le 12 septembre dernier, un immeuble appartenant à Tibi Joshua, l'un des plus célèbres télévangélistes nigériens, s'est effondré au quartier d'Ikotum, à l'ouest de l'aéroport international de Lagos. Le premier bilan faisait état de 42 morts, mais 16 jours après le drame, nous apprenons que ce bilan est tout autre. Le président sud-africain Jacob Zuma a en effet annoncé hier que 67 de ses compatriotes sont décédés dans l'effondrement dans ce drame. Je suis profondément triste d'annoncer que 67 Sud-Africains ont trouvé la mort et de nombreux autres ont été blessés après l'effondrement de l'immeuble, a déclaré le président sud-africain dans une adresse à la nation. Précisons que l'immeuble qui s'est effondré était une auberge composée de 4 bâtiments de 4 étages avec des fondations pour 4 étages, mais il a été transformé en un bâtiment de 6 étages sans amélioration des fondations. Le site étant ultra protégé, les secours n'y ont eu accès que 48 heures après le drame. Puis, le président zimbabwéen Robert Mugabe a reçu en audience le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. C'était à l'issue d'une visite de travail. Au cœur des débats, les échanges bilatéraux entre les deux pays et les relations internationales. Reportage. Le Zimbabwe et la Russie, plus en odeur de sainteté auprès de la communauté internationale, les deux États ont décidé de se serrer les coudes. Logistique militaire, échanges commerciaux, tout désormais y passe. En visite de travail, le ministre russe des Affaires étrangères a qualifié de légende et de figure historique le président Robert Mugabe, suffisamment charismatique, d'une Afrique, l'un des piliers incontestables du système mondial en évolution dont il va falloir tenir compte. L'émergence de nouveaux grands acteurs, parmi lesquels le continent africain, doit être prise en compte. Leur voix doit être entendue dans la politique internationale. On ne peut plus revenir à un monde unipolaire ou bipolaire. Le futur, c'est un monde multipolaire. Sinon, le système ne pourra plus être durable. Pour le président zimbabwéen, la communauté internationale doit savoir raison garder. Les sanctions n'ont jamais été approuvées par les Nations Unies. Celles qui visent aujourd'hui la Fédération de Russie n'ont pas à être approuvées par les Nations Unies. Les États-Unis et l'Union européenne ont imposé des sanctions financières, économiques et diplomatiques à la Russie pour protester contre le soutien de Moscou aux forces séparatistes pro-russes d'Ukraine. Robert Mugabe est pour sa part sous le coup de sanctions américaines et européennes prises après une vague de répression de l'opposition en 2002. Mi-février, l'Union européenne a suspendu la plupart des sanctions frappant le pays en proie à une profonde crise économique, mais a maintenu celles visant spécifiquement le chef de l'État et son clan. Une autre information en bref dans cette édition, le président Barack Obama a appelé mardi à agir vite face à l'épidémie d'Ebola. Ceci pour éviter que des centaines de milliers de personnes ne soient infectées par ce virus contre lequel l'ONU entend mobiliser $1 milliard. Évoquant une démarche similaire à la réponse américaine après le tremblement de terre en Haïti en janvier 2010, le président américain a assuré que les États-Unis, qui enverront quelques 3000 militaires sur le terrain, étaient prêts à jouer un rôle moteur face à cette épidémie qui progresse de façon exponentielle.
Sur le continent africain, toujours au Niger, les députés de l'opposition ont annoncé avoir déposé une plainte contre Inks pour vol et détournement de deniers publics après l'achat d'un nouvel avion présidentiel. L'aéronef, quand il est sorti d'usine en 1998, avait été acheté à 16 milliards de francs CFA par son premier propriétaire, a fait observer le parlementaire Nassirou Alidou lors d'une conférence de presse. En 2014, le gouvernement nigérien dit l'avoir acheté à 21 milliards de francs CFA. Cette différence constitue un détournement flagrant de deniers publics. S'est insurgé ce député proche de Amadou, le président du Parlement nigérien en fuite en France après avoir été mis en cause dans un présumé trafic de bébés au Nigeria. En Centrafrique, à présent, en dépit de la situation sécuritaire précaire, les candidats aux épreuves du baccalauréat ont finalement regagné les salles de composition. Depuis lundi, ils planchent au niveau de la plupart des villes du pays, dont celles sous contrôle des ex-Séléka. Le constat à travers ces images. Ils sont quelques 5800 élèves centrafricains, dont 800 de l'enseignement technique, à aller à l'assaut du diplôme du baccalauréat. Le diplôme devant leur ouvrir les portes de l'enseignement supérieur. Plusieurs fois reporté, l'effectivité de cet examen est pour les candidats un soulagement. On traverse des moments difficiles, des conflits on aura des conflits entre musulmans et chrétiens dans notre pays. Mais le problème, c'est qu'on essaie d'oublier. On sait que tout le monde a traversé des moments difficiles concernant ce sujet. Mais le mieux, d'oublier tout ça là et de se prendre conscience pour notre avenir. Parce qu'on ne peut pas se progresser dans cette manière de jalousie ou de la vengeance. Donc le mieux d'oublier tout ça. Oublier tout ça et donc tourner la page. Moustapha Inous n'est visiblement pas le seul à faire une telle lecture de la situation. En témoigne l'engouement suscité par les compositions. Nous sommes vraiment surpris, c'est avec l'étonnement de tous les enseignants. Malgré tout ce que le pays a connu, les élèves ont eu le moral, ils se sont présentés. Le taux d'absence est vraiment très bas, c'est ça qui nous enchante. Aucun incident n'a émaillé la première journée de composition. L'examen du baccalauréat en cours prend fin vendredi prochain. Page sport à présent. Après la victoire arrachée hier par Monaco, c'est ce mercredi que le PSG entre en liste de la Ligue des Champions. Pour bien commencer la compétition, les Parisiens veulent frapper fort sur le terrain de l'ancienne gloire européenne de l'Ajax d'Amsterdam. En guise de premier match dans le groupe F, les Parisiens affrontent donc sur son terrain le prestigieux club néerlandais, 4 fois vainqueur de la Ligue des Champions. Même si les rouges et blancs ont perdu de leur prestige ces dernières années, Laurent Blanc estime que ce départ en Ligue des Champions face à Amsterdam est un très bon test. Éliminé lors des 2 dernières saisons en quart de finale de la compétition, le PSG a de très grandes ambitions cette année. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc, a estimé mardi que la saison de la Ligue des Champions de son équipe débutait ce mercredi chez un grand d'Europe et s'est félicité de retrouver une intensité qui manque en Ligue. Il s'est prononcé sur la qualité de son adversaire du jour, l'Ajax d'Amsterdam. Suivons-le. Pour moi, c'est un club mythique. J'ai le souvenir de cette équipe au football total. J'ai grandi avec ça. Et puis quand je croise tous les joueurs, tous les entraîneurs qui ont passé ici dans ce club, on s'aperçoit effectivement que c'est un grand club d'Europe. Et puis pour finir, quand on voit le palmarès, ça donne confirmation que ce club-là a été et toujours un grand d'Europe. Et c'est de bonne guerre de dire que le Paris Saint-Germain, cette année, fait partie des favoris de la Champions League. En faire partie, c'est une chose. Le concrétiser sur le terrain, croyez-moi, c'est beaucoup plus difficile. Donc, j'espère que les propos qu'il a tenus envers le Paris Saint-Germain vont se vérifier demain. Mais je suis sûr que demain, ça sera beaucoup plus difficile. Il faut dire que la deuxième partie des matchs de la première journée dans les groupes E, F, G et H est prévue pour ce mercredi soir. Je vous propose à travers ce reportage de faire un tour d'horizon des différentes rencontres prévues. La dernière partie des matchs de la première journée de la Ligue européenne des champions sera disputée ce mercredi. Après les groupes A, B, C et D, ce sont les E, F, G et H qui entrent en compétition.
Dans le groupe E, Bayern Munich et Manchester City se croisent pour la 3e fois en 4 ans en phase de groupe. En 2011, chacun l'avait emporté 2-0 à la maison. Et en 2013, chacun avait gagné chez l'autre en marquant 3 buts. Le Bayern de Pep Guardiola a enregistré le retour de Franck Ribéry, mais reste privé de Schweinsteiger, Javi Martinez et Thiago Alcantara, tous blessés. Pendant ce temps, Zabaleta et l'entraîneur Manuel Pellegrini sont suspendus côté Citizens. Dans l'autre match de ce groupe E, l'AS Roma reçoit le CSKA Moscou. Au sein de l'équipe italienne, 3 joueurs ont été ménagés ce week-end en championnat, notamment son leader d'attaque Gervinho, son vieux capitaine Totti et sa jeune recrue Ayturbe. De Rossi étant suspendu, Seydou Keita devrait débuter la rencontre. Côté CSKA, l'entraîneur Leonid Slutsky déplore 3 blessés et 2 suspendus. Mais son équipe a déjà disputé 7 journées de championnat cette saison et enregistré 5 victoires et 2 défaites. Dans le groupe F, à Amsterdam, le Paris Saint-Germain va défier un Ajax qui rêve de jouer le trouble-fête face aux 2 favoris du groupe F, notamment le FC Barcelone et le PSG. Côté Ajax, le coach Franck Debout, qui a renoué avec la victoire ce week-end après 2 revers en championnat, dispose de tout son groupe. Dans l'autre match du groupe F, ce ne devrait être qu'une formalité pour le FC Barcelone face au petit poussé l'Hapoel Nicosie. Ce sera également l'occasion de voir si Lionel Messi, sans doute associé à Neymar et Pedro en attaque, confirme son retour sur l'échiquier européen. Dans le groupe G, après 4 victoires en 4 matchs de championnat, Chelsea étirera-t-il son carton plein à l'échelle européenne? En tout cas, le club de José Mourinho avait écrasé Schalke 3-0 2 fois la saison dernière en match de poule. Rien ne va plus en revanche pour le club allemand qui se traîne dans la zone de relégation après 3 défaites et 1 nul en Bundesliga. Le Sporting Lisbonne aimerait profiter des soucis de Schalke pour prendre de l'avance en vue du 2e biais qualificatif avec un voyage à Mirabor. Enfin, dans le groupe H, le FC Porto doit faire valoir son rang de favori en recevant le Bate Borisov. Le club portugais a fléchi ce week-end en championnat avec un nul qui suivait 5 victoires toutes compétitions confondues. La formation bélarusse, pour sa part, dont le championnat a débuté en mars, n'a connu que 2 revers en 29 matchs, toutes compétitions confondues. Dans ce même groupe assez homogène, l'Athletic Bilbao reçoit le Shakhtar Donetsk, qui n'a signé que des succès en championnat, 6 au total malgré les événements qui secouent l'Ukraine et l'obligent à disputer ses matchs à domicile à Lviv, dans l'ouest du pays. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Sika TV.